Salut le paddock. Et si la F1 n'était plus vraiment la F1? Pas celle où les mains des pilotes portaient encore les traces de cambouis après une séance d'essai, où l'odeur d'essence crue flottait dans l'air et le hurlement d'un moteur V12 te vrillait les tympans. Aujourd'hui, le paddock brille comme un showroom de luxe. Les pilotes défilent en tenue griffée, partagent des selfies calibrés pour Instagram et signent des contrats publicitaires à 7 chiffres. Les tatouages sont plus nombreux que les podiums. Les casques sont autant pensés pour les sponsors que pour la piste. Et derrière, tout un empire marketing tourne à plein régime. La Formule 1, jadis sport de mécanos et de gladiateurs, est devenue une machine à cash, une vitrine mondiale pour milliardaires. Mais comment on en est arrivé là? Et surtout, a-t-on perdu quelque chose en route? On vient de passer la barre des 1000 abonnés sur la chaîne, et ça c'est grâce à vous, alors un grand merci. Et si vous découvrez juste le contenu et que vous aimez ce mélange d'analyse et de débats passionnés autour de la F1, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti. Il fut un temps où la F1 n'avait pas besoin de filtre Instagram pour être spectaculaire, où les caméras embarquées n'existaient pas, mais chaque image gravée dans la mémoire des fans valait plus qu'un slow motion en 4K. Dans les années Fangio, Moss ou Clark, les voitures étaient de simples coques métalliques posées sur 4 roues, sans aide électronique, sans mur de données en temps réel. Les pilotes, eux, ne sortaient pas de programmes de management sportif. Ils venaient des routes poussiéreuses, des circuits improvisés, parfois même de la mécanique pure. Puis vint l'âge d'or des années 70 et 80. C'était Niki Lauda revenant des flammes, visage marqué à jamais, pour redevenir champion du monde. C'était Gilles Villeneuve à Dijon en 1979, luttant roue contre roue avec René Arnoux dans un duel d'une intensité presque irréelle. Et Ayrton Senna sous la pluie de Monaco en 1984, dépassant voiture après voiture comme si la piste lui appartenait, jusqu'à ce que la direction de course, inquiète pour la sécurité, interrompe son exploit. Là, il n'était pas question de calcul ou de stratégie, c'était de l'instinct pur. Chaque course était un pari sur la vie. Les casques étaient fins comme du carton, les combinaisons unifugées mais imparfaites, et les circuits bordés de rails ou de simples bottes de paille. Le moindre écart pouvait être fatal. Entre 1950 et 1994, plus de 40 pilotes de F1 ont trouvé la mort en compétition ou en essai. Le paddock de l'époque, c'était une petite famille où pilotes et mécaniciens partageaient le même café avant la course, les mêmes blagues nerveuses, les mêmes risques. Les stratégies se décidaient autour d'une table pliante, pas sur un mur numérique bardé de graphiques. Et surtout, pas de communication millimétrée. Ce qui se disait sans filtre, que ce soit face aux caméras ou dans un box enfumé par les vapeurs d'essence. C'était brut, dangereux, mais incroyablement humain. Ce monde brut, imparfait, allait peu à peu laisser sa place à un autre. Un monde où chaque détail est poli, calibré, parfois jusqu'à l'excès. Aujourd'hui, le paddock ressemble plus à un tapis rouge qu'à une zone technique. Les motorhomes sont des palaces roulants. Les couloirs d'hospitalité sentent le parfum de luxe plus que l'essence, et chaque sortie médiatique est scénarisée comme un lancement de produit. Les pilotes sont devenus des marques. Leur casque est un panneau publicitaire, leur combinaison, une mosaïque de sponsors. Sur les réseaux sociaux, les posts sont calibrés, un sourire bien placé, un hashtag tendance et un partenaire satisfait. Même leurs interviews semblent passer au filtre du service communication. Réponse lisse, anecdote contrôlée, émotion dosée. La moindre déclaration polémique peut coûter cher à l'image, et donc au portefeuille. Ce n'est pas que les pilotes aient moins de talent ou moins de courage, c'est qu'ils évoluent dans un système où l'image pèse presque aussi lourd que le chrono. Un système où la victoire sur la piste se double d'une victoire sur le marché de l'influence. Et pour les équipes, les sponsors dictent parfois les couleurs de la livrée. Les opérations marketing rythment le calendrier, et les annonces de partenariat se font avec autant de mise en scène qu'un podium. La F1 d'aujourd'hui est une vitrine mondiale. Mais derrière les vitres teintées, certains se demandent, à force de vendre du rêve, ne risque-t-on pas d'oublier la réalité de ce sport? Et ce vernis ne s'est pas appliqué qu'aux voitures ou au paddock. Il a transformé en profondeur ceux qui tiennent le volant. Le visage du pilote F1 a changé. Hier, c'était souvent un autodidacte, un aventurier, un artisan de sa propre carrière. Beaucoup venaient de familles modestes, payaient leur saison en vendant leur voiture personnelle ou en convainquant un garagiste local de les sponsoriser. Certains, comme James Hunt, vivaient à l'arrache, passant de course en course avec une caravane et un moteur rafistolé. Ces hommes arrivaient en F1 avec des cicatrices, de l'huile sous les ongles et une réputation forgée sur des exploits de fortune. Il n'y avait pas de coach en images, ni de programme média. Leur personnalité passait directement de la piste au public, brute et sans filtre. Aujourd'hui, un pilote de F1 est un produit d'exception, façonné dès le plus jeune âge. Les académies de pilotes repèrent les talents à 10 ou 12 ans, les inscrivent à des programmes de préparation physique, mentale et médiatique. Les sponsors arrivent tôt, parfois avant l'adolescence, et chaque étape est optimisée. D'un côté, c'est une évolution logique. Les jeunes pilotes sont mieux préparés que jamais, physiquement affûtés, capables de gérer la pression mondiale. Mais de l'autre, cette filière produit des personnalités plus lisses, formatées pour plaire aux marques et éviter les débordements. Le Kimi Räikkönen qui envoyait balader les journalistes, difficile à imaginer dans le paddock actuel. Ce changement de profil n'est pas anodin. Il influence la manière dont les pilotes interagissent avec les fans, dont ils vivent la compétition et même la façon dont ils se battent sur la piste. Ce glissement, il ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a commencé doucement. D'abord, il y a eu l'explosion des droits TV.
Dans les années 90, la F1 est passée d'un sport suivi par quelques passionnés à un spectacle planétaire. La diffusion mondiale a ouvert la porte à des millions de nouveaux téléspectateurs et des sponsors prêts à payer cher pour être visibles. Ensuite, l'arrivée de grands groupes industriels et financiers a changé la donne. Les équipes ont cessé d'être de simples garages de course pour devenir des entités corporate, avec un service marketing aussi puissant que le département technique. On ne vendait plus seulement de la performance sur piste, mais aussi une image, une histoire, un style de vie. Puis il y a eu l'ère des réseaux sociaux. Désormais, un pilote n'est pas seulement évalué sur ses points au championnat, mais aussi sur son nombre d'abonnés, sa capacité à créer du buzz et son potentiel de monétisation pour les sponsors. Un mauvais résultat le dimanche peut être compensé par un post viral le lundi. Enfin, il ne faut pas l'oublier, l'influence de Liberty Media, propriétaire actuel de la F1. Leur vision est claire, faire de la discipline un produit de divertissement global. D'où la multiplication des courses en zone urbaine spectaculaire, l'accent sur les séries comme Drive to Survive et une communication pensée pour séduire le grand public, parfois au détriment des puristes. C'est l'évolution naturelle d'un sport devenu une industrie de plusieurs milliards. Mais ce qui se gagne en audience et en argent se paie parfois en authenticité. Forcément, ce virage a eu un prix. Et ce sont les passionnés, anciens comme nouveaux, qui le ressentent le plus. Cette transformation a laissé des traces. Pour certains, la F1 n'est plus le sport qu'ils ont aimé. Les anciens passionnés regrettent l'époque où l'on pouvait s'identifier aux pilotes. Ces derniers n'étaient pas tous millionnaires avant même leur premier départ, et leur histoire sentait la sueur, les sacrifices et des paris insensés. Aujourd'hui, le chemin vers la F1 passe par des académies, des sponsors privés et des budgets astronomiques. Le rêve reste possible, mais il coûte cher, très cher. Sur la piste, l'évolution technique a aussi changé la nature du combat. Les voitures sont plus rapides, plus sûres, mais aussi plus prévisibles. L'aérodynamique avancée a rendu les dépassements plus difficiles, et les zones DRS ont standardisé les manœuvres. Les batailles improvisées, celles qui tenaient les spectateurs en apnée, se font plus rares. Les sons eux-mêmes ont changé. Le rugissement métallique d'un V10 a laissé place au sifflement feutré des hybrides, moins viscéral. Les règlements de plus en plus restrictifs limitent la créativité technique. Fini les innovations sauvages comme le double diffuseur de 2009 ou le F-Duct de 2010. Tout est scruté, mesuré, encadré pour que personne ne prenne un avantage trop important. Résultat, les voitures se ressemblent, et le spectacle repose davantage sur la gestion stratégique que sur la pure audace mécanique. Même le calendrier reflète ce virage. Multiplication des circuits urbains taillés pour la télévision, format sprint pour dynamiser le week-end, et cérémonies d'avant-course qui ressemblent parfois plus à des shows musicaux qu'à un événement sportif. Pour les nouveaux fans, cette F1 est un rêve éveillé. Les contenus sont accessibles partout, les pilotes sont proches via les réseaux sociaux, et l'expérience globale ressemble à un festival permanent. On peut aimer la discipline sans même comprendre les subtilités techniques. Il suffit de se laisser porter par le show. Le problème, c'est le fossé entre ces deux publics. Les uns réclament plus de vérité, moins de mise en scène. Les autres veulent plus de spectacles, plus d'événements, plus de paillettes. Et au milieu, la F1 avance sur un fil. Elle doit satisfaire les sponsors, plaire au grand public, tout en restant crédible sportivement. Un équilibre fragile où chaque décision peut en frustrer une partie. La F1 a toujours évolué. Des circuits dangereux aux tracés ultra sécurisés. Des mécanos en jean aux ingénieurs en chemise impeccable. Des héros improvisés aux athlètes millimétrés. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas forcément pire ou mieux qu'hier. C'est juste différent. Mais la question reste entière. À force de soigner l'emballage, est-ce que la F1 ne risque pas de diluer ce qui faisait battre les cœurs des passionnés ? Peut-être que l'époque Fangio, Senna ou Villeneuve ne reviendra jamais. Peut-être que les futurs souvenirs mythiques se forgeront dans cette F1 calibrée pour les écrans 4K et les stories Instagram. Ou peut-être qu'un jour un pilote ou une équipe saura redonner à ce sport un parfum de folie pure. Celui qui faisait qu'on retenait notre souffle jusqu'au drapeau à damier. En attendant, le paddock continue de tourner, entre glamour et performance, business et adrénaline. Et nous les fans restons les témoins, et parfois les juges. Alors, dites-moi, pour vous la F1 a-t-elle vraiment perdu son âme ? Ou est-ce simplement une nouvelle ère à accepter ? Si vous aimez ce genre d'analyse et de débat autour de la F1, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. En attendant, je vous dis à la prochaine et on se revoit très bientôt. Ciao !